Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va démarrer cette session avec un peu de retard. Normalement, on devrait finir à 16 heures. Je vais vous demander de faire un petit effort sur le temps pour les conférenciers. Donc, je donnerai la parole à Mme Zadoua Benarkoula, qui va nous présenter un travail sur les proximités professionnelles des universités de fonction publique et des entreprises. Les rapprochements sont-ils possibles pour détecter les besoins et organiser des parcours professionnels intégrés et durables? S'il vous plaît, maximum 15 minutes. Dans 10 ou 15. On garde 5 minutes pour la discussion. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, c'est bien l'intitulé des résultats. Voilà, donc je présente aujourd'hui ma communication intitulée Le discours de l'entreprise, la thématique suivante que vous avez devant vous. Donc, en rappelant que la notion de professionnalisation a opéré beaucoup de problématiques dans l'espace socio-économique, je soutiens que les organisateurs de ce collège ont pensé que pour réussir celui-ci, les contributions des parties prenantes, issues de différents horizons, comptent beaucoup pour les nouvelles stratégies entrepreneuriales et d'entourer le défi scientifique, organisationnel et territorial pour les universités. Il est possible de concevoir l'entreprise comme un lieu d'application des compétences, d'investigation, où s'articulent des valeurs et des comportements, car ce sont ces composantes qui en définissent l'identité profonde de ces dernières. Alors, je m'accorde de présenter ma communication dans le contexte d'une évolution dialectique selon trois moments. Un cadre conceptuel où s'articulent des dimensions qui nous semblent pertinentes, car liées à des actes et des actions spécifiques aux acteurs de l'environnement socio-économique. Nous verrons pour chaque moment traversé par des axes conceptuels la nécessité de mettre en jeu des aspects théoriques et pratiques. Au niveau méthodologique, nous avons opté pour l'analyse systémique de l'entreprise, car elle est une technique liée particulièrement aux sciences humaines et est fondée sur l'approche système pour étudier les organisations où existent des interactions entre les éléments constitutifs. Certes, l'entreprise se prête à cette analyse. On nous discerne clairement les grandes orientations que l'analyse systémique permet d'élucider. Nous pouvons indiquer de façon sommaire la dérivation du mot professionnalisation en recourant au générique profession, une autre dimension linguistique en rapport avec le mot métier, lui attribue un sens polysémique dans le champ sémantique. Il serait en effet défini essentiellement par sa qualité, sa fonction et son fonctionnement dans le contexte socio-économico-politique. Ainsi, par sa valorisation, on y inscrit par ricochet les notions de métier, de tâche, de labeur, de capacité, d'attitude, de charge, etc. D'autres caractéristiques lui sont afférentes en fonction de l'évolution et la transformation des individus qui les pratiquent la professionnalisation. Les progrès de la profession requièrent des compétences pour répondre aux besoins et aux attentes de la société. Il appartient donc aux professionnels de recourir aux ressources des sciences humaines, car les évolutions rapides de l'environnement obligent l'adaptation des structures de la pratique professionnelle sous l'angle du traitement des relations publiques, qui serait le point de départ méthodique de toute analyse professionnelle. Le bon usage de la culture de l'entreprise. Dans cette perspective, profession et relations publiques, du point de vue de l'efficacité économique, l'investissement de relations publiques, il convient avant tout de vérifier si la relation couvre un sens plein pour l'entreprise. Donc, le premier aspect fondamental de la relation, il est probablement assez clair que le maintien de la cohérence relation-profession-relation publique est traduit dans la logique des moyens réseaux. En effet, le responsable des relations publiques est appelé à fonder son travail sur l'intelligence de la relation entre l'entreprise et ses publics comme élément fondamental. Le deuxième aspect s'opère au niveau des techniques disponibles aux professionnels pour introduire dans ces programmes des changements qui permettent d'accroître la productivité. La compétence de gestion constitue le troisième aspect. Il s'agit pour le professionnel de gérer
conjointement son action et les ressources dont il dispose dans la perspective de temporiser la cadence de l'entreprise avec l'exigence de l'administration. L'interaction de ces trois aspects ainsi définis constitue certes les fondements de formation compétences fonction. En partant de l'hypothèse émise ci-dessus, on est convaincu que le besoin de formation en relations publiques doit répondre aux évolutions constatées. Donc, l'analyse des besoins s'impose en premier lieu. Ainsi, les entreprises cherchent toujours à satisfaire les besoins techniques à travers trois catégories stratégiques et politiques. À l'université, dans les instituts et dans les écoles de formation, se préparent des techniciens à répondre aux besoins des professionnels, des relations publiques. L'image des relations publiques se décrit comme une fonction de gestion d'un actif de l'entreprise. Dans ce cas, elle se caractérise principalement par ses méthodes. La définition et la conduite d'une stratégie reposent en effet sur des méthodes de gestion propres à chaque fonction. Il s'agit en fait, pour le responsable, de prendre en compte les aspects précités, financiers, commerciaux, sociaux, etc. Il lui appartient en conséquence de maîtriser la méthode de gestion. En conséquence, sur ce plan, l'enseignement dispose de cursus préparant en spécialité de futurs professionnels aux techniques de gestion. Ces derniers doivent avoir aussi la capacité d'analyser et de prévoir les phénomènes d'opinion. La dite capacité relève des sciences humaines, sociologie, psychologie, etc. Elle peut déboucher éventuellement sur d'autres champs de responsabilité. C'est dans ce contexte que la formation continue doit s'inscrire pour jouer un rôle décisif. Les entreprises marocaines accordent beaucoup d'importance aux réponses techniques à des besoins stratégiques. Les politiques de l'entreprise orientent leur développement à long terme. Elles prennent en compte les phénomènes qui relèvent de la responsabilité de la direction, des phénomènes d'opinion et les risques qui peuvent survenir. À ce niveau, la direction des relations publiques est appelée à se construire à partir de l'expérience et du partage et à puiser dans des travaux conceptuels. La nécessité de formation permanente est omniprésente, récurrente. Alors, pour le discours de l'entreprise, l'entreprise est le lieu où se combinent à des degrés divers l'identification favorable ou défavorable de la tendance à l'incitation et à la projection vers le surpassement. En partant du principe de la conjugaison formation, stratégie politique, évoquant l'image, l'objectif politique en tant que motif premier de la guerre, devait être le critère permettant de déterminer à la fois le but des forces et l'ampleur des efforts à développer, a souligné le penseur Clausewitz. La compétence en tant que qualité ondoyante a donné lieu à une littérature fort abondante. Sa définition serait conçue dans un cycle en constant renouvellement, dans la réalité effective de l'entreprise, en fonction de sa dynamique. Cependant, certains se contentent de cerner l'objectif des individus ou des entreprises en tant que motif premier de la formation devrait être le critère permettant de déterminer à la fois le but des actions de formation et l'ampleur des moyens à déployer. Sur la zone de la mise en œuvre concrète des capacités, l'entreprise et le salarié sont situés. Ils permettront conjointement l'analyse, l'installation d'une compétition en situation professionnelle et des résultats de la formation. Cela laisse le problème posé qui se prête à de nombreuses interprétations de production de compétences. L'explication de la production de compétences s'appuie sur le savoir en action, résolution en problème, en situation. Il est donc demandé lors d'un entretien avec un salarié postulant de faire preuve d'adaptation à une situation professionnelle pour transformer ses capacités. Connaissance, potentialité, disponibilité. En compétence, c'est bien donc dans telle situation concrète qu'il est appelé de mettre en œuvre sa propre expérience en termes de capacité et de connaissance. Ainsi, on peut adopter dans ce contexte la définition suivante. La compétence est un ensemble de capacités et de connaissances mises en œuvre dans un environnement donné, les situations professionnelles. En effet, le recours à des stratégies de formation serait donc intéressant pour les entreprises. Les recrutements sont fréquents selon les besoins importants et permanents.
Certaines entreprises privilégient les formations langues diplômantes, d'autres optent pour les formations courtes dans tous les cas. Il faudra alors recourir à des actions de restructuration du capital, connaissances, capacités des salariés. Donc pour vous voyez devant vous le schéma qui parle sur la compétence de l'entrepreneuriat utilisateur. En ce qui concerne la coopération, là je vais vite, au lendemain de la mise, pour le domaine de la coopération, au lendemain de la mise en œuvre de l'euro est née une perspective d'un nouveau type de multilatéralisme dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Le Maroc s'y est intégré d'une manière soutenue par un système de coopération interactive au niveau économique et social. Sur le plan international, différents accords ont été mis en place avec la France, partenariat de l'Université pour la démocratie, organisation de coopération et de développement économique, etc. Le Maroc s'inscrit par ses atouts dans la politique internationale en termes de lutte contre le terrorisme international. Le Maroc, partenaire privilégié de l'Union européenne, ne cesse de réhabiliter son rôle partenaire gagnant-gagnant pour justifier ses entreprises compromissables pour consolider son partenariat, vu son statut avancé. La Constitution de 2011 entrinant l'intérêt croissant du Maroc pour le dialogue et le partage au niveau des instances internationales qu'à celui des instances politiques nationales. Le Maroc a entamé une série de réformes dans tous les domaines pour promouvoir ces entités. Il dispose d'une charte de l'éducation pour une consolidation démocratique. Beaucoup de chantiers sont menés dans ce sens dans le processus de coopération multilatérale, intergouvernementale ou régionale. La coopération régionale, dit Edgar Morin, naît de l'affirmation du principe associatif. Voilà. Alors, pour le changement et innovation, la référence à l'entreprise est devenue incontournable. Cette dernière est considérée comme une institution centrale où se reflètent les enjeux sociaux, sachant que tous les sociologues ne partagent pas la même opinion sur cette dernière. Alain Touraine est réticent à ce propos et a des réserves à concevoir l'entreprise dans l'imaginaire, comme si une simple énonciation annulée la réalité renforce la volonté de dépasser les conflits qui fragilisent les organisations. Vous pouvez conclure. Oui. Donc, j'ai parlé aussi des micro-projets. Donc, la réussite des micro-projets, j'ai évoqué l'exemple, bien sûr, du Maroc. Je vais parler aussi sur la formation à l'étranger. Donc, quand vous voyez le schéma, les micro-projets aussi. Et puis la coopération, j'ai parlé un petit peu de la coopération Maroc. Donc l'équation, la nouvelle équation Union européenne-Maroc, Union africaine. Et puis pour conclure, de nouvelles lois octroient à l'entreprise issue de la sphère publique, privée, des prérogatives à considérer la capacité d'entreprendre comme une contribution intégrée au développement durable, et spécialement dans le domaine de la promotion des jeunes lauréats. Cependant, l'État risque, faute d'une planification efficiente, d'assumer le poids de retombées d'un chômage endémique. Dans cette situation, les solutions alternatives caduques sont à craindre ou à réviser, quoique la tendance au changement se raffermit et s'impose. Il sera plutôt important de soutenir que l'ouverture de l'université sur le marché du travail doit sûrement assumer sa mission au diapason avec la redéfinition de la professionnalisation compte tenu des conditions de la globalisation qui annihilent l'effet pernicieux des idées autocratiques. Pourtant, la légifération de nouvelles lois sont bien une entreprise d'évolution du citoyen dans les vertus du droit et du respect de la hiérarchie sociale et de l'ordre politique. Cependant, malgré la réalité du progrès accompli dans certains départements, le concept de développement reste indiscuté. Toujours est-il indispensable de tenir compte des données nationales et encore faut-il
souligner que les instances doivent continuer à œuvrer pour l'intérêt collectif en soumettant à la loi toute initiative. On ne doit pas être surpris si lors de débats sur la question de professionnalisation au Parlement ou au niveau de table ronde, de la lenteur de l'examen de projet ou de l'opérationnalisation de certains autres, les discours politiques et les stratégies de l'État ne doivent pas être contradictoires avec les attentes de la société. Cependant, les réorientations de la politique publique ont bonifié l'objectif du développement. Face à cette complexité, quelles nouvelles conditions stratégiques pour mettre au diapason formation, pratique professionnelle et marché du travail? Donc, si possible d'arrêter là, ça va. C'est difficile de... Ok, merci beaucoup. Merci. On va enchaîner avec la présentation du professeur Daniel Garcia sur la gestion intergénérationnelle de la professionnalisation sur le cadre de la relation entre les universités. Il vient de l'Université de Lyon, Jean Monnet. Entre-temps, je pourrais prendre une question ou deux pour le professeur Edouard Blanda par rapport à sa présentation sur la proximité professionnelle, la relation université et la fonction publique. C'est vrai que la brasse est beaucoup de sujets, beaucoup d'idées un petit peu différentes, l'ouverture, les compétences, la formation continue au niveau des entreprises. Je crois que c'est quelque chose qui est d'actualité au niveau chez nous au Maroc. Définition des compétences, l'ouverture du Maroc. Aussi, vous avez parlé de la Constitution. Énormément de Il y a beaucoup de points que je n'ai pas dans votre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions qu'on peut les prendre en attendant que le professeur Gasset soit opérationnel. Des questions? De monter un dispositif relationnel qui échappe à la logique de marché en partie. C'est-à-dire pour satisfaire ça, c'est une de mes principales problématiques de recherche, c'est d'aller sur l'interorganisationnel. Est-ce qu'on peut le gérer? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Alors bien sûr, l'hypothèse principale que l'on a dans cet espace interorganisationnel, c'est que en fait, on partage le même processus. Les entreprises, les universités partagent la formation des jeunes, la formation des moins jeunes et la formation tout au long de la vie. Donc comment s'organiser dans cet espace? Tout le monde est d'accord sur une première hypothèse que l'on pose la plupart du temps, c'est de dire l'apprentissage, c'est une fertilisation croisée avec des allers-retours, on pratique ça au niveau recherche, on pratique ça aussi pour l'apprentissage, entre des savoirs issus de méthodes scientifiques et ceux qui proviennent de l'expérience dans un processus où on a une reconnaissance partagée entre l'université et le milieu du travail. Donc au lieu de dire on va se battre sur la compétence, on va dire il y en a qui sont capables, il y en a qui ne sont pas capables, en désignant souvent l'université comme étant incapable de le faire. Effectivement, tout seul, on est incapable de le faire. Il nous faut des lieux de pratique professionnels. Et en plus, dans ces lieux de pratique, on va rencontrer des opportunités de recherche. Donc, il faut se poser la question du partage de ce processus sur quoi on va travailler ensemble.
Donc d'abord, il faut concevoir un espace interorganisationnel, c'est-à-dire un espace qu'on va habiter, sur lequel on va partager ce processus, et aucun des deux acteurs ne détient l'intégralité du savoir. Ça, il faut se mettre d'accord là-dessus, on n'a pas l'intégralité du savoir. Moi, je suis en entreprise, mais je ne vais pas me considérer comme un expert d'entreprise. Mon expertise, elle est dans l'université, elle n'est pas dans les entreprises. Quand j'y vais, je dis que j'interroge, c'est vous les experts, c'est pas moi. Moi, j'ai mon expertise, mais dans l'entreprise, c'est pas moi qui suis l'expert. Donc là, il faut aussi savoir faire preuve d'humilité et organiser ça. Donc entre le savoir et le faire. Et là, il faut se poser la question, qui va organiser? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les universités? Bon, on va essayer de répondre à cette question pour savoir comment. Alors d'abord, le concept de professionnalisation. Alors c'est la professionnalisation, on reçoit aux métiers, aux qualifications. Je dirais le dénominateur commun qui me paraît le plus adapté du fait de sa flexibilité, de sa souplesse, son agilité, c'est le concept de compétence. Donc dans les compétences, on va retrouver des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs-sécurité, des savoirs-apprendre, de l'apprentissage organisationnel, des savoirs-observer, des savoirs-expérimenter. Tout ça, on va retrouver. Donc en fait, on va se positionner sur une configuration dispersée des savoirs. Pourtant, ces savoirs, comme on a nous-mêmes formé certains professionnels, moi je dis en connaissance de cause parce que je vais prendre mes anciens étudiants et je leur dis venez enseigner dans mes licences, venez enseigner dans mes masters, et je leur dis en gros, les experts maintenant c'est vous, c'est plus moi. Parce que quand j'étais leur prof, ils m'ont regardé comme un expert. Et maintenant je leur dis mais c'est plus moi l'expert, c'est vous, donc proposez-moi quelque chose, ou qu'est-ce que je peux faire pour vous pour que vous soyez capable d'enseigner correctement. Donc on est d'accord sur les savoirs, en général. On sait à peu près ce qu'il y a. Sauf qu'il y a d'un côté le savoir-être, savoir-faire, expérimenter, observer. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans chacune des deux organisations. Donc, qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait que les organisations, que ce soit l'université ou les entreprises, ce n'est pas toujours fait pour apprendre. Parce que les apprentissages qu'on fait quelquefois à l'université ne sont pas utilisables tout de suite. Et dans les entreprises, c'est très dispersé, c'est vraiment l'apprentissage, la transmission du savoir. Ça, c'est une observation qu'on fait souvent. Il y a très peu d'entreprises qui sont qualifiées pour faire la transmission du savoir. Souvent, c'est du savoir opérationnel immédiat et sur le long terme, pas grand-chose. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'organisation, on change d'entreprise, on recommence. Bon, qui peut, en fait, dépositaire de cette ingénierie? Je pense que c'est nous. Parce qu'on a un savoir-faire pédagogique. On sait comment faire une progression des savoirs, on sait comment l'entretenir, et je crois que là, on a une maîtrise d'œuvre qu'on doit revendiquer. Donc, aussi une chose que l'on fait mal à l'université, c'est qu'on considère qu'il n'y a qu'une forme d'apprentissage. D'abord la théorie et après la pratique. Dans la réalité, le plus gros consommateur de temps en apprentissage, c'est l'imitation. C'est d'imiter les actes des autres. Or, comment imiter un théoricien? En faisant de la théorie. Or, on n'est pas destiné à former que les professeurs d'université. On doit former aussi des bons professionnels. Donc là, il faut se poser la question, quelle méthode pédagogique va revendiquer le mimétisme? C'est assez rare. Un prof qui commence par pas s'exprimer et qui note au tableau, imitez-moi. Essayez, vous allez voir, c'est compliqué. Alors on a des marges de progression. Je pense que l'université de demain doit absolument développer ces marges de progression. D'abord, la régulation et la diffusion des compétences académiques, techniques et professionnelles, comme un enjeu sociétal pour la promotion sociale. Ça, c'est fondamental. On sait que le savoir, il sert à évoluer dans la société. Il y a ceux qui sont capables, ceux qui ne le sont pas. Je ne revendique pas la possibilité de former tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre mon discours, ou qui ne vont pas l'aimer. Tant pis. Au moins dans mes domaines, on va le faire. Le recensement des besoins sur les territoires et les organisations, des compétences et des connaissances. Donc ça, c'est du ressort des programmes de recherche. Personne n'est capable de le faire, il n'y a que l'université qui est capable de le faire. Et la synchronisation des stratégies des parties prenantes. Et là, on va se retrouver avec une logique où on va faire intervenir en même temps l'université et l'entreprise. D'accord ?
Pourquoi? Parce que c'est dans les entreprises qu'on va recenser les besoins, c'est sur les territoires qu'on va recenser les besoins, et dans l'université, il faut qu'on livre des méthodes scientifiques sérieuses et rigoureuses qui vont nous permettre de recenser ces besoins. Et enfin, on doit s'engager sur la maîtrise d'œuvre des programmes de formation avec des problèmes de réussite et d'échec. Donc la conceptualisation de l'espace organisationnel devient un besoin. Nous, on a dans les UT travaillé sur cet espace, on est même allé jusqu'à se certifier ISO 9001, pour dire, regardez, nous on vous ressemble aux entreprises, ça donne une certaine confiance. Donc dans ce cas-là, l'université devient prestataire de services de formation, c'est-à-dire qu'on entre sur le marché. Et on a des concurrents. Nous-mêmes, on a des boîtes privées qui sont concurrentielles avec nous. Alors, bien sûr, on dit on est les meilleurs, c'est pas suffisant, il faut le prouver. Donc, il faut produire aussi en permanence des connaissances nouvelles pour être les meilleurs. Donc ça va stimuler un petit peu la recherche. Et ça, on peut le faire aussi avec d'autres acteurs. Les entreprises sont très friandes d'avantages concurrentiels liés au développement des savoirs. Donc ça, il faut vraiment y travailler. Enfin, les organisations disposent de pas mal de compétences sur le processus de professionnalisation, mais elles ne les exploitent pas. En particulier, qu'on ne valorise jamais, c'est la formation intégrée. Formation intégrée, c'est un concept de l'analyse socio-économique qui dit, par exemple, dans un service, le chef de service dit à 2 personnes, vous allez travailler à 2 parce que dans 3 mois, il y a les congés annuels et j'ai besoin d'une permanence de service. Par contre, un des 2 ne connaît pas l'emploi de l'autre. Donc tu vas former ton voisin de bureau à tes compétences pour qu'on ne prenne pas de retard. C'est ce qu'on appelle la formation intégrée. Donc j'ai déjà 2 leviers puissants à l'intérieur des entreprises qui sont peu utilisés, l'imitation et la formation intégrée. Donc c'est les 2 éléments qui sont très fondamentaux sur ça. Donc après, il faut mettre en musique tout ça, il faut régulièrement retrouver le terrain, c'est-à-dire qu'il faut que les professeurs sortent des universités, mais il faut que nos anciens étudiants viennent régulièrement dans les universités pour passer de nouveaux diplômes, pour acquérir de nouvelles compétences, ou simplement, et moi j'aime beaucoup, viennent parler avec moi de leur situation professionnelle. Et là on apprend plein de choses. Multiplier les zones de contact avec l'entreprise. Alors en analyse socio-économique, on appelle ça l'interactivité cognitive. Et il ne faut pas hésiter à être courageux, à avoir de l'énergie, parce que notre subjectivité enseignant n'est pas celle des employeurs. Et par conséquent, on va avoir des subjectivités contradictoires qu'il va falloir savoir gérer. Bien sûr, c'est plus simple de rester derrière les murs de l'université et de ne pas aller voir ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas de contradicteur. Je sais. Par contre, si on va au contact et qu'on arrive à trouver les mots, on arrive à avoir une sémantique commune sur le savoir, sur les compétences, très vite, on va arriver à faire des progrès ensemble. Mais il faut avoir la volonté de le faire, le courage, l'énergie. C'est pas toujours ça. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir construire des programmes, donc percevoir des besoins, concevoir des programmes, se mettre en interaction avec les parties prenantes. Pour mon cas, par exemple, moi j'ai fait 3 programmes de licence professionnelle. La première chose que je fais, c'est de réunir les professionnels du secteur d'activité et de leur demander leur avis sur ce qu'on doit mettre en compétence. Ça va nettement plus vite que si c'est les profs qui choisissent. Les profs, ils vont dire ils ont besoin de communication, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Un peu de maths, un peu d'anglais, un peu. Donc ça, c'est nos revendications. Après, derrière, de l'autre côté, on dit non, c'est pas tout à fait ça, mais on a besoin qu'ils acquièrent des savoir-être. Par exemple, dans l'hôtellerie, c'était les dress codes. Comment on fait pour faire comprendre à un étudiant qui doit s'habiller autrement? Parce qu'à l'université, c'est pas un dress code particulier. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un système d'aller-retour, donc c'est ce qu'on appelle induction-déduction, c'est de l'abductif au niveau épistémologique, et on doit intervenir à 3 niveaux. Le niveau macro, c'est-à-dire la définition nationale des programmes, ensuite le niveau méso, c'est le niveau régional, et puis après le niveau micro, c'est chaque formation qui doit être conçue à peu près avec le système d'interaction et d'intersubjectivité.
quels sont les dysfonctionnements qu'on a rencontrés? D'abord, cet espace interorganisationnel n'existe que modérément. Il y a quelques expériences qui ont été tentées. Nous, dans les UT, on travaille beaucoup là-dessus. On n'est pas toujours très bon. Mais si on n'intervient pas, qu'est-ce qui se passe? C'est le marché qui régule. Les manques de compétences sur les territoires. Nous, par exemple, en France, on a un problème avec les soudeurs. C'est bête, la soudure, ça s'apprend. Un soudeur, quand c'est régulé par le marché et qu'on n'en trouve pas, on arrive à avoir des gens qui gagnent 4 000 € par mois avec un niveau de qualification du bac professionnel. Ça, c'est la régulation par le marché. Si on avait anticipé, cette régulation serait faite de manière interorganisationnelle avec les branches de métiers qui pleurent aujourd'hui là-dessus. Mais on a la même chose très haut avec les médecins. Il y a 30 ans qu'on aurait pu anticiper la démographie médicale en France. Or, aujourd'hui, on se retrouve en manque, en pénurie de médecins. Donc on voit très bien que si on laisse faire le marché tout seul, sans réguler les espaces interorganisationnels, ben, on se retrouve avec une régulation par le marché. C'est du prix, c'est du tarif, voilà. Et c'est peut-être pas très bon ni pour les entreprises, ni pour les individus. Par exemple, un soudeur, il va changer d'activité tous les 3 mois. Changer d'entreprise tous les 3 mois. Les médecins, on vend pour plus offrant. Pas tous, mais certains vont se mettre dans ces situations. Donc il faut reconfigurer. Alors, est-ce qu'on peut structurer cet espace? Oui, par la contractualisation, la volonté de coopérer, coordonner, et ça on connaît, puisqu'il y a déjà une littérature pas très abondante là-dessus, mais qui existe sur Techno et Litio, par exemple, ont déterminé en 2008 les 3 paramètres discriminants, donc des problèmes d'appropriation, de coopération, de coordination. Et on voit qu'en fait, on peut réguler les marchés si on ne laisse pas la relation de marché s'installer. Sinon, ça peut devenir une catastrophe en termes de régulation sociale et économique. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.